Je vous propose que l'on démarre. Très bien. Oui, très bien. Merci Mathilde pour cette introduction. Et merci à tous les participants d'avoir répondu présent. Donc aujourd'hui, webinaire sur la complémentarité entre le PLM et le MES, à l'initiative de deux entreprises, Visiative et Creative IT. Donc pour Visiative, c'est Laurent Simon, qui est expert PLM, qui prendra la parole. Et côté Creative IT, c'est moi-même, Christian Flachard. Une petite question d'ordre pratique. Vous pouvez poser vos questions dans l'outil GoToWebinar. Mathilde les centralisera et nous les fera parvenir. Et on y répondra. Alors, s'il y a des questions brûlantes, on y répondra immédiatement. Sinon, on les traitera à la fin du webinaire. Alors, ce webinaire, on l'a prévu sur 6 chapitres, on va dire. Vous présentez très rapidement nos entreprises, Creative IT et Visiative, mais très rapidement. Faire un petit rappel de ce que c'est un PLM et ce que c'est un MES et comment on les positionne dans le système d'information d'une entreprise. Un tout petit mot sur le pourquoi de ce webinaire, qu'est-ce qui fait que nous avons organisé ce sujet-là. Et ensuite, on rentrera dans le cœur du webinaire, à savoir la complémentarité entre PLM et MES. Pourquoi, comment, à quoi ça sert, avantages. Et puis, nous vous présenterons quelques cas d'application et même nous tenterons une démonstration live de l'intégration, cette fois-ci informatique. Comment les deux logiciels se parlent et comment ils s'intègrent. Et donc, enfin, la partie questions-réponses, 10 minutes. Donc, je commence pour la partie Creative IT. Donc, nous sommes une entreprise qui existe depuis plus de 20 ans. Nous sommes basés à Lyon. Nous sommes une cinquantaine de personnes maintenant. Chiffre d'affaires de 3,5 millions. Et nous sommes filiale d'un groupe qui s'appelle Pressia Mollen, qui est un groupe industriel international et coté en bourse. Notre métier, vous le voyez en haut et à droite, c'est d'être éditeur et intégrateur de la plateforme Cubes. Donc, éditeur, ça veut dire que c'est nous qui avons créé le logiciel. Et intégrateur, ça veut dire que dans bien des cas, c'est nous qui le mettons en place chez les clients. Mais nous avons également un réseau de partenaires intégrateurs, donc d'entreprises de services numériques qui sont capables d'aller chez les clients pour vendre et déployer le produit. Donc, ce produit Cubes, une trentaine de modules, donc il est assez complet, c'est devenu un produit référent sur le marché. Et pour l'intégrer, nous avons une vingtaine de personnes dans notre équipe. Sans prétention aucune, nous pouvons dire que nous sommes maintenant un acteur majeur du marché MES, puisque nous avons déjà fait plus de 200 projets et que le gouvernement nous a labellisé comme offreur de solutions industrie du futur. Notre promesse marketing, là voilà, c'est d'aller dans l'usine et de mettre en place des systèmes digitaux pour que la personne qui est à droite de l'écran, l'opérateur, ait de moins en moins de papier, voire du zéro papier, pour piloter sa production, déclarer ses quantités, ses temps, ses rebuts, faire appel à des autres services, déclarer des alertes, etc. Également, vous voyez en haut d'écran, là, sous le mot partager, le fait de pouvoir partager l'information entre différents services, différents îlots. Là, on voit un exemple qui est un affichage grand écran, les taux de performance de chaque îlot, et puis les quantités bonnes par rapport aux objectifs de la journée, etc. Et puis, dernière promesse, c'est celle qu'on fait aux responsables, aux managers terrain, en bas à gauche, c'est de se dire qu'au lieu de passer du temps à récolter des feuilles, à faire des indicateurs et produire à N+1, eh bien, c'est de leur donner en temps réel pour qu'ils puissent manager leurs équipes plutôt que de faire de la bureaucratie. Donc voilà ce que c'est notre solution MES. Alors, cette solution, elle s'appelle Cubes. Je vous disais, elle a un périmètre fonctionnel assez large, une vingtaine de modules, puisqu'elle est capable de traiter les sujets de production, donc suivi de production, de mesure de performance, de sujets qualité, que ce soit les contrôles qualité, contrôles labo ou dossiers de l'eau électronique, les éléments logistiques, alors intra-usine, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe dans l'usine, où sont mes bacs, où sont mes produits semi-finis, etc. Et puis un volet gestion documentaire, processus qualité, donc pour que tout soit intégré dans le système opérationnel. Nos clients sont sur 3 secteurs, l'agroalimentaire, les sciences de la vie. Donc sciences de la vie, c'est industrie pharmaceutique, industrie cosmétique, dispositifs médicaux, et puis le manufacturier. Donc l'agroalimentaire, donc vous connaissez forcément pour avoir consommé leurs produits. Sciences de la vie, c'est peut-être un peu moins connu parce qu'on connaît plus les médicaments ou les produits que les entreprises elles-mêmes. Et puis manufacturier, on va retrouver des gens comme Applix par exemple qui font des systèmes de scratch. Anciennement, ça s'appelait Velcro. Donc c'est tout ce qui est pour les couches bébés, pour les attaches dans les automobiles aussi. On a du packaging, on a de la montre de luxe, on a de la centrale inertielle, on a
du travail des métaux, l'électronique. Et SIAT en bas à droite, c'est la plus grande scierie de France. Donc voilà, vous voyez un panel de clients très, très large qui montre qu'un MES, ça ne concerne pas que l'agroalimentaire ou que la plasturgie, mais bien tout un ensemble de secteurs industriels. Laurent, je te laisse faire le parallèle avec Visiative. Oui, oui, merci Christian. Donc bonjour à tous. Visiative, alors pour présenter Visiative le plus succinctement possible en peu de temps, finalement on est un partenaire de confiance de sociétés de type PME, ETI, mais pas que, hein, on les accompagne dans leur transformation numérique et dans la mise en place de solutions dédiées à l'innovation sur le long terme. Alors, ça veut dire beaucoup de choses. La continuité numérique, vous en entendez déjà, je pense, beaucoup parler. Tout va dépendre du domaine d'activité de nos clients, tout va dépendre des challenges et des enjeux qu'il y a à relever. Donc, ça peut être des sujets qui sont plutôt liés à la conception produit, des sujets qui sont liés à la collaboration, l'échange au sein de l'entreprise, la partie production, des enjeux SAV, etc., etc. Notre vocation, c'est vraiment d'inspirer l'entreprise de demain et d'anticiper ces enjeux, voilà, puisque l'entreprise de demain et les enjeux de demain sont pas ceux d'aujourd'hui, vu comment la situation évolue très très vite. En quelques clés, je vais pas vous montrer l'ensemble des sujets Visiative, mais on est une entreprise française, on est positionné principalement en France, mais pas que. On est une entreprise aussi positionnée sur le marché mondial dans 14 pays. On a déjà maintenant plus de 23 000 clients, parce que les chiffres sont, je pense, plus à jour. On est déjà une entreprise qui est encore à taille humaine, mais qui a déjà bien grandi. On est à je pense qu'on doit tangenter les 1500 collaborateurs aujourd'hui. On va passer au slide suivant, Christian, si tu veux bien. Je cliquais, mais ça n'avançait pas. Excuse-moi. Non, ça doit être les animations. Alors, sans passer, parce qu'on n'aurait pas le temps, tout le panel de solutions et de produits que Visiative peut vous apporter. En fait, on a une méthode d'engagement suivant trois axes principaux. Le premier, c'est le conseil et l'accompagnement. L'idée, c'est de vous aider à amener de la valeur ajoutée à vos projets, hein, puisqu'un projet, c'est pas simplement un projet IT, c'est aussi un projet de valeur ajoutée, de bénéfices attendus. Et c'est important de vous conseiller, de vous amener vers un niveau de compréhension et d'adéquation entre ce que vous attendez et ce que le marché peut vous apporter. Donc on le fait sous forme principalement de diagnostic, d'audit, d'échanges et d'accompagnement divers. Le deuxième. D'ailleurs, Laurent, si Oui. les participants au webinaire sont intéressés pour aller plus loin avec nous, c'est plutôt vers Visiative qu'il faudra se tourner, puisque Visiative a cette offre de conseil d'accompagnement que n'a pas Creative IT. Voilà. Exactement. Le pilier suivant, concrètement, une fois qu'on a défini, on a clairement identifié ce qu'on souhaitait mettre et pourquoi on veut le mettre, parce que c'est vraiment ça qui est important, pourquoi on a besoin de se transformer, il va falloir le déployer. Donc là, pour ça, on a des équipes dites de delivery, hein, donc des gens qui vont implémenter les solutions chez vous concrètement, vous aider à accompagner ce déploiement et puis maintenir un niveau d'exigence sur les solutions de transformation numérique qu'on va pouvoir vous apporter. Et puis le dernier pilier, Christian, je te laisse cliquer. Voilà, on a développé depuis quelque temps on va dire un réseau d'échange et de partage, soit entre utilisateurs, mais pas seulement. On souhaite aussi mettre en relation les industriels, les chefs d'entreprise, les directeurs de sites de production. Donc on est vraiment très très large dans les applications. L'idée, c'est de mettre en partage les expériences, de comprendre pas simplement pourquoi tel ou tel client ou prospect Visiative a mis en place cette solution, mais qu'est-ce qui a déterminé leur décision de passer sur quelque chose, l'aventure qu'ils ont des fois vécue pour y arriver, et puis éventuellement se positionner par rapport à la communauté de pairs que vous pourriez rencontrer. Voilà, donc sans rentrer dans les détails des produits, aujourd'hui on va parler vous avez compris, hein, de PLM et de MES. Donc sur la partie PLM, concrètement chez Visiative, c'est principalement deux solutions. On a
différentes solutions, mais si on parle vraiment de scope PLM, on a une solution que l'on édite, donc on est vraiment l'éditeur qui est Visiative PLM, et une solution qui vient d'Asso Systèmes que l'on intègre du coup, qui est la 3D Experience. Voilà. Très bien, merci Laurent. Je vais peut-être te laisser la main pour que tu réexpliques un peu ce qu'est un PLM et dans quel domaine il intervient et qu'est-ce qu'il apporte à une entreprise. Oui, tout à fait. Donc le PLM, alors c'est un concept qui est des fois un peu galvaudé, qui est un petit peu flou, parce que la bordure du PLM peut être des fois un peu difficile à cerner. Le but primaire du PLM, finalement, c'est vraiment une solution. C'est une plateforme, c'est un outil, hein, voilà, concrètement, qui va vous servir à gérer et à piloter vos données. Il faut partir de ce principe-là, et quand je parle de données, on va parler de données produits, et puis produits et les process qui permettent de mettre en œuvre ces produits. Donc, quand je vais parler de process, ben déjà, on va parler de gestion de projet. Hein, je ne développe pas dans tous les sens pour le plaisir de développer. Je vais développer par rapport à une affaire, par rapport à un projet de R&D, etc. Donc, l'idée du PLM, c'est de structurer cette donnée, c'est d'avoir une donnée qui est unique, dynamique et centralisée. Et c'est éviter, alors c'est des grands poncifs hein, de problématiques de collaboration, mais ça va être d'éviter concrètement d'avoir de l'information qui est en copie, qui est en silo, une information qui est pas fluide, et surtout, si si on me l'envoie pas, je la trouve pas. Voilà. Donc le PLM, il va être là pour ça, structurer les données, vous aider à comprendre le contexte aussi de vos projets, et puis piloter et maîtriser toutes les modifications, toutes les évolutions qui vont se passer, quels que soient les services. Merci. Et pour la partie MES, je pense que beaucoup de gens connaissent le MES, mais un petit rappel de définition. Pour nous, on le voit comme l'outil qui permet de piloter la production, c'est-à-dire savoir où on est un ordre de fabrication, est-ce qu'il a démarré, est-ce qu'il n'a pas démarré, est-ce qu'il se passe bien ou pas. Tracer les produits, donc les composants que j'ai mis en œuvre dans un produit semi-fini, les produits semi-finis que j'ai mis en œuvre dans un produit fini. Mais également tracer le process parce qu'on veut savoir sur quelle machine c'est passé, combien de temps ça a duré, est-ce qu'on a bien respecté le temps de préparation, le temps de séchage, etc. Et puis, notre rôle aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure pour les équipes et pour le manager, c'est de produire les indicateurs en temps réel. Laurent, je te redonne la main pour ce petit schéma qui explique un peu le positionnement Oui. CAO, PDM et PLM. Oui, alors on ne voulait pas vous amener une notion supplémentaire, mais c'est une question ou une objection qu'on peut rencontrer assez souvent. On va nous parler aussi de PDM. Alors voilà, sur une seule slide, essayer de synthétiser tout ça. Le but du PDM, sans vouloir réduire sa fonctionnalité, mais le but du PDM, ça va être de gérer la donnée et purement de gérer de la donnée. On est vraiment sur de la donnée technique. Vous entendez parler beaucoup de GED, alors la gestion électronique de documents, ça va être tout type de documents. Le PDM en général est là surtout pour gérer de la donnée de CAO, CAO 2D ou CAO 3D, parce que une conception 3D, c'est quand même, ça peut être très complexe, ça peut être pas mal de composants, de plans, de dessins, avec des arborescences, des nomenclatures qui peuvent être multiples. Et donc, gérer ça, déjà une personne, c'est compliqué. Gérer ça à plusieurs concepteurs, ça devient kafkaïen. Donc le rôle du PDM, historiquement, il était plus là comme une sorte, allez, je vais être un peu cash, mais d'armoire à plan électronique. Le PLM, il a pour but évidemment d'englober ces fonctions-là de base, ainsi que des fonctions de GED, hein, puisque si je sais gérer des fichiers CAO complexes, des structures de liens complexes, des évolutions multidirectionnelles. Donc si je sais gérer ça, je sais aussi gérer un Word, un Excel, un PDF, un MP3, enfin tout ce qu'on souhaite pouvoir gérer dans un système. Donc le PDM, on va rester vraiment dans une intégration de la CAO pour pouvoir gérer facilement et pas humainement les documents. Le PLM, il va englober tout ça. Il va permettre aussi à la CAO d'être intégrée. Et puis surtout, il va, vous le voyez sur le positionnement en face des petites cases supérieures, études, gestion des études, développement produit, industrialisation, etc. Le PLM, il va surtout couvrir un scope beaucoup plus grand. On en discutera d'ailleurs sur la slide suivante. Et puis, le PLM, une fois qu'il a fait son travail de structuration de la donnée, de maîtrise de la composition des produits, de comment j'y suis arrivé, quels
quelles ont été les décisions qui ont été prises et ce que je dois en faire, eh ben, il doit passer la main, puisque l'outil qui va servir à déclencher quelque chose, à exécuter, c'est vraiment le terme exact derrière, eh ben, ça reste le RP. Et puis derrière, l'apport de valeur que le MES pourra apporter, mais on en parlera un peu plus tard. Voilà. Juste peut-être une chose encore sur ce slide-là, vous voyez en bas des notions de BOM. Alors, je ne sais pas si le terme parle à tout le monde. BOM, c'est Bill of Materials en anglais. C'est beaucoup plus rapide à écrire que nomenclature en français. Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans une entreprise, on va avoir besoin finalement, pour le même produit, de différentes saveurs, différentes visions de ce qui constitue le produit. Pour un concepteur mécanique, électrique, électronique, multidisciplinaire ne va pas poser de problème. Lui, ce que compose son produit, ben, c'est techniquement tous les composants, toutes les pièces qui permettent de faire un assemblage logique dans une CAO. Maintenant, quand je vais vouloir industrialiser tout ça, mais je vais peut-être pas le faire de la même manière. Je vais peut-être faire des regroupements. Je vais peut-être avoir des pièces qui sont dans des assemblages CAO différents, mais finalement que je vais donner au même sous-traitant, etc., etc. Donc l'industrialisation va m'imposer à certains moments de réorganiser ma nomenclature. Un exemple concret, vous faites peut-être, vous assemblez, vous fabriquez peut-être vos propres pièces, vos propres composants, pièces sur plan, mais peut-être des fois pour des raisons voilà, d'industrialisation, de challenge, de montée de charge, vous faites du make or buy. Vous le fabriquez ou vous le faites sous-traiter. Et ben c'est pareil, à un certain moment, l'industrialisation, les méthodes, les services production vont prendre des décisions qui ne concernent pas finalement la conception. Donc c'est ce qu'on va appeler la M-BOM, qui est une nomenclature M pour manufacturing, une nomenclature de production. Et entre les deux, cette notion de e-BOM, je vais pas rentrer dedans, sinon on en aurait pour un petit bout de temps, c'est pas le but aujourd'hui, permettra aussi à d'autres services comme la supply chain, les achats, eh bien d'amener leur pierre à l'édifice. Donc si on essaie de prendre un exemple concret sur le slide suivant. Oui, Laurent, je t'interromps 2 secondes. Oui. Juste pour dire que nous avons beaucoup de participants du secteur agroalimentaire parmi nous. D'accord. Et que c'est vrai que l'origine, le PLM, enfin CAO, PLM, on est sur le domaine manufacturier, mais que tout ça, ça s'applique évidemment à l'agroalimentaire, à la pharmacie, enfin tout secteur Tu as tout à fait d'activité. raison. D'accord. Tu as tout à fait raison. Que la nomenclature soit une composition de pièces physiques ou que ça soit, j'ai envie de dire, des ingrédients, une recette. Voilà, nous on a des clients qui travaillent, par exemple, j'ai quelques clients qui travaillent dans l'agro, effectivement. Oui, de toute façon, il va falloir gérer de la même manière des composants, que ce soit des composants chimiques, que ce soit des composants naturels. Ça participe aussi à cette notion de maîtrise de la constitution, de la nomenclature et de son exploitation dans le RP, tout à fait. Bon, l'exemple qui vient est un exemple manufacturier, mais on pourrait mettre à la place une pizza. Exactement. Donc, on a pris cet exemple du vélo parce que le vélo, tout le monde en a un à peu près. Enfin, je le pense. Voilà, c'est assez simple à comprendre. Finalement, qu'est-ce qui compose mon vélo, moi, dans l'entreprise, si je dois gérer dans un PLM principalement tout ce qui va référencer mon produit, c'est à la fois, vous le voyez sur la droite, en haut à droite, c'est ce que je disais, c'est sa nomenclature. Mon vélo, il y a un cadre, une selle, 2 roues, une batterie avec une certaine version, puisque là, on va pas rentrer dans le détail, mais tout ça, ça évolue pendant la phase de R&D, pendant la phase de design, pendant la phase peut-être même pendant l'affaire du client. Le client peut changer d'avis, on peut changer de sous-traitant, etc. Mais c'est pas que ça, c'est aussi de la documentation. Qu'est-ce qui fait que j'ai décidé de le faire de cette manière-là? Le cahier des charges, l'expression des besoins. Je vais aussi devoir gérer des notices. Moi, je vends mon vélo, je vends une notice des instructions pour l'exploiter correctement. Sachez que même d'ailleurs, c'est l'exemple précis sur la vente de vélos électriques. Aujourd'hui, le fabricant, il est même obligé de fournir une procédure pour, j'ai envie de dire, la fin de vie du vélo et la fin de vie de la batterie. Ça, faut le savoir. Donc, c'est quelque chose qui doit être aussi géré. Ça fait partie des livrables. Et puis, mon vélo, moi, je l'ai certifié. J'ai fait des certificats, j'ai fait des essais, j'ai des plans de test. Tout ça, ça doit aussi faire partie
en alignement avec les bonnes versions et les bons sujets, ça doit faire partie aussi de ce qui référence le produit dans le PLM. Et enfin, une fois que j'ai terminé tout ça, que mon produit il est vraiment clairement défini, je vais devoir le fabriquer. Hein. Donc, je vais devoir acheter des composants, faire fabriquer, assembler, faire assembler, jusqu'à obtenir le produit fini. Et donc, pour ça, et c'est là où on va commencer à se rapprocher de l'ERP et du coup, vous allez voir du MES, eh ben, je vais définir des gammes, des opérations, des fiches d'instruction. J'ai besoin de développer des outillages de fabrication, des outillages de montage, etc., etc. Donc, gardez à l'esprit que toutes les informations que l'on va devoir piloter dans le PLM, elles ont aussi pour gros intérêt de préparer le travail de ce que l'ERP pourra ingérer comme information et aussi de préparer le travail aussi pour le MES en lui amenant des informations techniques qui serviront aux opérateurs sur le shop floor. Merci Laurent pour toutes ces définitions et ces rappels. Donc si on repositionne maintenant PLM et MES dans le système d'information, on essaie de représenter sur cette vue les principales composantes d'un système d'information d'entreprise industrielle. Donc on y retrouve sur la première ligne CAO, PLM, ERP. Donc ça, on en a parlé avec Laurent. Sur la seconde ligne, tout ce qui est aide à l'ordonnancement, donc moyen ou court terme, le MES, la gestion de maintenance, GMAO. Et puis sur la dernière ligne, tout ce qui est pointage des temps en atelier. Je rentre dans l'atelier, j'arrive sur une ligne, je démarre un OF. Ce qu'on appelle le SCADA ou la supervision en français, c'est tous les systèmes de pilotage des équipements qui sont livrés soit par les fournisseurs d'équipements, soit par des ingénieristes industriels. Et puis enfin, le WMS, donc la gestion des entrepôts et de logistique. Bon, après, est-ce qu'on a mis en première ligne, enfin, ce qu'on aurait pu mettre en deuxième, peu importe, hein, mais c'était pour rappeler un petit peu tous ces composants et dire que voilà, le PLM n'est pas tout seul dans son coin. Vous voyez que là, dans notre schéma, il communique avec la CAO, voire avec le PDM s'il y en a un, avec le RP et avec le PLM, et avec le MES, pardon. Et le MES, c'est pareil, lui, il doit s'insérer dans un système, bien sûr avec le PLM, mais également avec la GMAO pour déclencher les demandes d'intervention, avec l'ordonnancement pour dire j'ai une ligne qui ne marche plus, comment je repositionne mes OF, avec le SCADA pour dire plutôt que de faire saisir des informations aux opérateurs, allons les chercher en automatique sur les machines. Donc vous voyez, c'est des systèmes qui sont là pour communiquer. Alors, on parle bien là d'un monde idéal où le client a tous ses logiciels et a réussi à faire des interfaces entre tous. On est bien conscient que ça prend du temps et que tout le monde n'a pas de GMAO, tout le monde n'a pas fait d'interface entre le RP et la GMAO, tout le monde n'a pas aligné son référentiel d'équipement, de postes de charge entre PLM, ERP, MES, GMAO, donc des fois c'est compliqué. Enfin voilà. Mais le monde idéal, ce serait celui-ci. Et là-dedans, donc on se pose la question, qui guide quoi? Qui est le maître à bord? Et là, avec Laurent, nous avons identifié 3 configurations. Donc on a nommé un peu comme des pizzas. La première, c'est la classique. La classique, c'est celle qu'a décrit Laurent. On a tout en haut et en amont de tout ça un PLM qui explique comment je fais mon produit, avec quel composant, quel document, quelle gamme, qui va transmettre tout ou partie de ces informations à l'ERP. ERP qui va transmettre à son tour de ce qu'il a reçu du PLM, tout ou partie au MES. Donc ça, c'est ce qu'on voit le plus souvent chez nos clients. La deuxième approche, c'est une approche, l'approche souple. Pourquoi? Parce qu'on s'autorise à faire 2 types d'interfaces. Donc le PLM est toujours maître à bord, hein, c'est lui qui définit tout ça. Mais au lieu de descendre à l'ERP qui descend au MES avec certainement une déperdition d'informations, parce qu'on va agréger, on va simplifier, on a là 2 descentes. Une vers l'ERP pour dire voilà la gamme standard et la nomenclature standard, par exemple. Et une vers le MES pour dire voilà tous les éléments dont tu as besoin pour faire de l'opérationnel. Donc on transite bien les mêmes informations, donc basiquement une gamme et une nomenclature, mais simplifié côté ERP et très détaillé côté MES. Par exemple, Laurent disait, si je reviens un peu en arrière, pour produire mon vélo, il faut de la documentation, un plan, une doc commerciale, une notice, un mode opératoire, je ne sais quoi. L'ERP n'a pas forcément besoin de ces informations.
Il n'a surtout pas Donc, forcément la capacité à les transmettre ou à oui, même permettre de l'afficher d'ailleurs. Hein, concrètement, la configuration souple, ça va donner surtout on va dire des fonctionnalités complémentaires de l'apport de valeur ajoutée pour les opérateurs à la production. Hein. Ils vont c'est avoir ça. accès peut-être à des visionneurs, des visionneuses pardon, en 3D. Ils vont avoir accès à de l'interaction avec de la remontée d'informations en direct, plutôt orientée conception par exemple. Et ça, Mm, bah, ça passera pas, ça transitera pas par le MES, par le ERP, pardon, ça n'a aucun sens. Et de toute façon, le ERP n'aurait pas les capacités. tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on introduit cette deuxième interface en disant le PLM envoie ce dont le RP a besoin. Le RP les enverra au MES, donc le MES recevra un OF, une gamme, une nomenclature, mais en parallèle, il aura reçu les autres informations qui lui sont très utiles. Et puis configuration numéro 3 qu'on a appelée la disruptive, qui consiste à placer le MES tout en haut. Alors, c'est pas du narcissisme, hein. C'est simplement quelque chose qu'on a observé chez quelques clients. Alors, ce ne sont pas très très nombreux, hein, c'est vraiment des cas isolés, qui nous disent, bah, nous, on fait des produits tout le temps nouveaux, on n'a pas de produits standards. Chaque jour, on réinvente l'eau chaude. Donc, en fait, ce dont on a besoin, c'est d'expérimenter ça sur le terrain avec un MES. Et dans le MES, finalement, on va construire progressivement euh, la gamme, la nomenclature, les articles de substitution, qu'est-ce qu'on envoie chez un sous-traitant ou pas. Et donc, c'est le MES finalement qui se retrouve être le centre névralgique, puisque c'est lui qui va expérimenter le produit en premier. Et de cette expérimentation, le MES va générer dans le PLM les éléments vitaux, on va dire, que le PLM pourra reprendre et compléter. Et à son tour, le PLM pourra les remonter dans le ERP, où il y aura peut-être même une interface directement MES-ERP. Mais l'idée, c'est de dire, c'est pas la peine de commencer dans le PLM à faire des choses théoriques qu'on aura dans 6 mois en production. Non, commençons par faire les choses dans le MES. Voyons qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on fait. Et à partir de cette expérience, bah, remonte-le au PLM pour le standardiser, le tracer, etc. Voilà, c'était un peu les 3 types de configuration qui permettent d'avoir une continuité numérique entre ces 3 outils majeurs. Alors, c'est un peu ce qui nous amène à faire ce webinaire. On aurait pu poser la question tout de suite, pourquoi ce webinaire, mais on a préféré se la poser à ce moment-là. C'est juste pour vous dire que nous, Visiative, qui est spécialiste du PLM, et nous, Creative, qui sommes spécialistes du MES, on s'est dit, ben, ce serait bien qu'on se parle et qu'on mette au point une approche innovante qui permette aux clients industriels de décloisonner en fait sa conception et sa réalisation en production et d'assurer ainsi la continuité numérique, qui est une des conditions essentielles de l'industrie 4.0. Donc, si on peut dire qu'il y a 5 ans, Visiative et Creative se parlaient pas ou peu, et donc on risquait pas d'avoir ce mélange et cette communication. Et c'était l'objet de notre rapprochement, alors qui est un rapprochement purement commercial et technique, hein, il n'y a rien de juridique. Mais l'idée, c'est ça, c'est de dire que 2 acteurs majeurs dans leur domaine réfléchissent ensemble à comment on peut se coordonner pour que côté client, côté industrie, eh bien, on ait une solution qui ne soit pas cloisonnée, mais au contraire décloisonnée. Alors, si on reprend maintenant le fil de la complémentarité entre PLM et MES, on a essayé de faire très synthétique avec Laurent en disant il y a 2 objectifs, grosso modo. Le premier, c'est apporter la vision du PLM dans les ateliers, c'est-à-dire faire en sorte que tout ce qui a été bien pensé par les gens dans les bureaux arrive sur le terrain dans de bonnes conditions. Et non pas, bah, moi j'ai pensé qu'il faudrait faire ça, et puis sur le terrain on dit non mais c'est des doux rêveurs, c'est impossible à faire, nous on comprend rien, puis de toute façon on a toujours travaillé comme ça, et puis mettre ces 2 pièces ici ça n'a pas de sens, moi je les mets ailleurs. Enfin, voilà. Le premier objectif de la complémentarité, c'est de dire que ce qu'on a réfléchi, pensé, designé dans les bureaux, ça descend bien tel quel dans l'atelier. Et donc c'est ce qu'on appelle la vision idéale du produit. C'est j'ai bien pensé mon produit, ben voilà, je l'emmène dans l'atelier. Donc ça veut dire quoi? Donc, on reprend l'exemple du vélo, hein, ça veut dire qu'on va descendre dans l'atelier des gammes de production et les nomenclatures. Alors, via le RP ou en direct, ça reste à voir, mais l'avantage de le faire en direct, c'est que le MES va pouvoir récupérer des gammes détaillées, des gammes qu'on va pouvoir exécuter. Souvent, on voit, nous, une déperdition dans la partie ERP qui dit bah, la gamme, on va la simplifier parce que finalement, dans l'ERP, nous, on veut une gamme pour faire des macro-chiffrages, du calcul de besoins, quelques éléments de prix de revient industriel, mais on n'a pas besoin d'avoir une gamme complètement détaillée.
Au contraire, le MES, lui, il a besoin d'avoir une gamme détaillée. L'opération 20 de soudage, ben, elle commence par changer l'outillage, elle commence par préparer le poste, ensuite faire le soudage, ensuite vérifier avec une tridimensionnelle que le soudage s'est bien passé, et après faire un appel à la logistique pour aller emmener le produit à l'îlot suivant. Bon, ben, ces 5 sous-opérations de gamme, elles vont être transmises directement du PLM au MES. Pareil pour les nomenclatures. Souvent, dans l'ERP, on va trouver la nomenclature de base, mais on n'y verra pas, par exemple, les articles de substitution. On n'y verra pas les tolérances. Par exemple, ben, je vais prendre une barre qui fait 50 mm ou je vais prendre 20 grammes de beurre. Ben, nous, dans le MES, 20 grammes de beurre, ça n'a pas de sens. C'est 20 grammes de beurre, plus ou moins 2%, ou entre 20 et 20,04. Enfin, voilà. Donc, c'est cette finesse d'information dont on a besoin. Pareil pour la documentation, puisque nous, vous avez vu, notre promesse dans le MES, c'est de dire de moins en moins de papier au poste. Donc, le plan de la pièce, il faut qu'on puisse l'amener au poste. Le mode opératoire de réglage, de production, le mode opératoire qualité, on a besoin de l'amener au poste pour que ce soit plus clair. Et pour éviter que l'opérateur ou l'équipe de terrain se dise je vais encore perdre un quart d'heure à aller dans le bureau, chercher la doc. Bon, allez, c'est bon, j'ai compris, je vois à peu près comment il faut faire. Ben non, il va la voir au moins devant son écran, et peut-être même qu'on va l'obliger à consulter la doc parce que on a fait une version 2 du mode opératoire et on a impérativement besoin que sur les 5 prochains produits que fait l'opérateur, on lui rappelle le plan et il acquitte le fait qu'il ait bien compris la modification. Voilà. Et donc, tout ça, c'est amener donc la vision PLM dans l'atelier sans qu'il y ait trop de déperdition. Parce qu'on l'a dit et redit, le RP, c'est très très bien, hein, mais lui, il n'a pas ce rôle de détail, donc il va être forcément simplificateur d'informations. De la même manière, si on veut savoir exactement, on me demande de faire un contrôle qualité sur une pièce, la taille de la barre, j'ai dit 20 cm, mais je prends de quel point à quel point la cote. Voilà. On me demande dans le MES de qualifier un problème sur une carte électronique pour dire quel est le composant qui est en défaut. Ben, si j'ai la carte, enfin, le plan de la carte et que je peux indiquer sur mon écran MES le repère topographique où se trouve l'anomalie, ben, c'est beaucoup plus fiable, pertinent, etc. Ouais. Et puis, Si je peux rajouter quelque chose, Christian, c'est vraiment vas-y. majeur ces notions-là parce que gardez à l'esprit que le PLM, c'est donc je l'ai montré tout à l'heure, hein, c'est pas un PDM. Le but c'est pas de simplement dire on fait comme le bureau d'études l'a prévu. L'information, elle va maturer, elle va se concaténer au fur et à mesure entre ce qui a été imaginé par le BE, ce qui est industrialisable, des décisions qui ont été prises sur la supply chain par les acheteurs. D'accord. Les acheteurs ont leurs objectifs. Je ne sais pas, moi, ils doivent augmenter le panier moyen de tel sous-traitant pour absolument le garder parce qu'il est vraiment efficient, etc. Donc, il y aura des choix qui vont être pris sur des composants, des choix qui vont être pris sur des façons de fonctionner, des façons de faire la gamme. Si on ne les suit pas, c'est pas juste pour dire bah, ok, on n'a pas suivi ce que le BE a dit, c'est on risque de mettre entre guillemets en péril des décisions et des cas d'emploi, un impact fort sur des sujets de rentabilité, de qualité, etc. C'est aussi ça, cette vision qu'il faut avoir à l'esprit derrière. Ce ne sont pas des outils qui sont juste là, ni PLM ni MES, pour amener sur le poste de travail un plan en 3D. Il n'y a pas que ça. Il y a toute cette notion de s'assurer que tout ce qui a été défini avant, dans un but d'efficience, dans un but de rentabilité, dans un but de first time right, enfin on peut imaginer plein de choses, et ben que ça va être entre guillemets garanti. Alors vous verrez sur l'objectif 2 que c'est pas suffisant, mais c'est important de garder ça à l'esprit. Voilà. Oui, et puis l'argument qui tue, hein, c'est le dernier, c'est les mises à jour. J'imagine que dans vos entreprises, combien de fois ça arrive? Mais j'ai changé l'indice de la gamme et de l'article, on a fait une nouvelle version de. Pourquoi tu l'appliques pas? Ah ben, je savais pas, j'avais pas vu. Donc voilà, c'est aussi de renforcer ce côté. Ben, il y a des choses qui vivent côté bureau d'études, il faut savoir les descendre rapidement dans l'atelier. Et puis dans cet objectif numéro 1, donc il y a un cas qui est assez particulier. C'est ceux d'entre vous qui travaillent beaucoup sur des prototypes ou des produits très spécifiques et où il y a un grand besoin là de sécuriser la production parce que entre ce qu'on a promis au client et ce qu'on lui fait en atelier, il faut vraiment que ça colle, quoi. Donc, les équipes de production ont besoin d'avoir toutes les informations à l'instant T.
Parfois, on commence le produit et on s'aperçoit en milieu de produit que c'est pas terrible. Donc, on est obligé de refaire une version de gamme et de la rediffuser. Donc, on a commencé le produit lors de fabrication avec la gamme version 1, puis on va le finir avec la gamme version 2. Enfin, voilà. Tout ça, il faut le sécuriser pour pas que les gens se disent je ne savais pas. Et l'objectif numéro 2, c'est l'inverse, c'est de remonter du MES au PLM la réalité du terrain. Je ne sais pas si vous connaissez les termes du as design, as built. As design, c'est comment j'ai pensé mon produit, et as built, c'est comment je l'ai construit. Hein. Eh bien, c'est de remonter le as built. C'est de dire que dans le PLM, beaucoup de nos clients vont stocker non pas le théorique, mais le réel, la configuration appliquée. Et donc, ils ont besoin de stocker dans le PLM que pour le produit numéro de série 124B238, eh bien, il a été fait comme ceci, il est passé sur telle machine et il répond à telle spécification, on a fait tel contrôle dessus. Ce qui permet également d'alimenter d'autres systèmes comme le service après-vente. On a des clients où le logiciel de SAV vient piocher dans le PLM la configuration qui a été montée pour le client ou pour le numéro de série interne. Et puis, il y a le côté RX, retour d'expérience, c'est qu'à force, alors là, on n'est plus dans le prototype, hein, on est dans les produits petites, moyennes, grandes séries, c'est qu'à force de faire le produit, je vais affiner mes temps gamme. Je pensais qu'il fallait 1 heure pour faire le soudage, mais finalement, il faut 1h10. Et c'est pas que les opérateurs sont mauvais ou feignants, c'est que on n'arrive pas à faire en 1 heure. Donc au bout de 3 ou 6 mois, effectivement, je prends un acte qui fait que mon temps gamme, c'est pas celui que j'avais pensé. Donc je le remonte au PLM, qui va le redescendre à l'ERP, à l'ordo, et qui fera qu'on aura un ordo et une supply chain plus fiable. Pareil pour tout ce qui est disponibilité et performance machine. Je pensais que pour usiner telle pièce sur une machine commande numérique, il fallait tant de temps. En fait, elle tombe plus souvent en panne ou elle est moins disponible que prévu. Donc voilà, pareil, on va adapter tout ça. Et puis, un dernier point, c'est tout ce qui est fait technique. Alors ça, c'est très important dans le MES, c'est de remonter tout ce qui s'est passé sur le produit, le process. Alors que ce soit des petits faits mineurs, hein, mais également des non-conformités, pour que ça remonte jusque dans les bureaux d'études et que les gens se rendent compte des difficultés qu'on a eues sur le terrain. Alors, soit pour faire évoluer le produit, soit la prochaine fois qu'on fait un nouveau produit, dire, ah oui, c'est vrai que... Donc ça, très important également de remonter les ennuis qu'on a eus en production. Voilà, on est très bavard avec Laurent, enfin surtout moi, parce qu'on est passionné par notre sujet. On arrive au 5e chapitre qui sont les cas d'application et la démonstration. Donc Laurent va nous présenter 2 cas concrets de PLM dans 2 entreprises très différentes, avec des produits très différents. Et Thibaut, qui est avec nous, nous fera une petite démonstration de l'intégration dans le logiciel, donc l'intégration informatique, de comment dans un MES, je peux voir des éléments qui viennent du PLM. Oui, ok, merci, merci Christian. Donc voilà, je vous ai préparé deux cas que je connais très très bien pour avoir travaillé sur ces projets PLM. Donc là, le premier cas, c'est un client français qui fabrique des plaques d'égout et des regards. Alors ça peut être des regards électriques qui équipent le réseau routier. Alors pas qu'en France, hein, dans le monde d'ailleurs, à différents endroits. Voilà, etc. Donc, on va parler de plaques d'égout et PLM. Vous allez me dire, mais alors, franchement, mettre du PLM là-dedans, il y a 2 à 5 éléments sur une plaque d'égout. Hein, il y a quelques options, c'est assez surprenant d'ailleurs. Mais finalement, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est pas le produit, c'est pas la taille d'entreprise, hein, parce que là, on est sur une entreprise, c'est déjà un grand groupe, hein, puisque c'est Saint-Gobain. Vous arrivez à lire peut-être le logo Pont-à-Mousson sur les plaques. Mais c'est quand même une très grosse entreprise avec un produit qui est assez basique. Mais c'est une conception qui est personnalisée. C'est-à-dire que, pour faire très simple, il y a un marché de la plaque d'égout. Chaque municipalité souhaite avoir sa plaque d'égout avec le logo de la ville, avec des schémas antidérapants particuliers et quelques options. Donc, ce client-là, il avait développé une partie étude qui était extrêmement paramétrée. Il y avait très très peu de design, pour être tout à fait franc. C'était à peu près tout le temps la même chose. Et ce qu'ils arrivaient à faire, c'était aligner le développement en laissant un peu de choix sur la customisation pour permettre quand même la fabrication en série. Parce que derrière, la grosse complexité du PLM, c'était de gérer la suite, c'est-à-dire un cycle d'études
qui était relativement court, hein, une fois que le marketing, le commerce arrivait avec une offre, une demande. Mais le cycle de définition des outillages était extrêmement long. Vous imaginez que derrière, pour faire des plaques d'égout, ce sont des moules, ce sont des lignes de fonderie, des lignes de préparation, de traitement thermique, etc., etc. Donc, la difficulté chez eux, c'était à la fois de développer rapidement en se laissant un champ de manœuvre suffisant pour que le client puisse retrouver son intérêt, mais derrière en assurant la capacité de production, de qualité, etc. La qualité est extrêmement importante, hein, on ne l'imagine pas, parce que le processus de certification, c'est 2 à 3 ans. Voilà, ça va passer par un certain nombre d'organismes dans le monde, suivant si la plaque est dans un hangar ou sur le réseau public, etc., etc. Donc pour eux, l'enjeu du PLM, il n'était pas sur le produit en lui-même, mais sur l'analyse d'impact, sur tout ce qu'il y a autour, l'outillage, les moules, la production, les documents de certification, le pilotage du projet, qui sont des projets relativement longs, et puis essayer d'avoir des lignes, des lignes de produits, un portefeuille de produits de plaques d'égout et de regard qui sont plus ou moins standardisés. Donc faire vivre des formes et des objets qui sont différents, mais en essayant derrière d'avoir la standardisation du moyen de production. Voilà. Donc ça, c'est un exemple qui est vraiment, je pense, assez intéressant. Et en termes de MES, derrière, c'est un MES qui n'est pas très compliqué en termes de suivi, mais qui reprend la complexité du PLM avec toute cette documentation qui va avec le produit, tout ce montage d'outillage. Voilà. Alors l'autre exemple, c'est l'inverse, c'est-à-dire que là on est sur une PME hein, de 150 personnes, par contre qui sont sur un produit, donc des machines textiles hein, pour les fibres longues, donc c'est la laine entre autres. Là, ce sont des machines qui sont parmi les machines les plus complexes en matière de mécanique et d'électronique embarquée. Voilà. Donc là, ce client, il a une gamme de machines, il a des familles de machines, une gamme de machines standards et qui sont adaptées à chaque affaire, qui sont adaptées chaque machine, mais les machines entre elles, hein, puisque souvent la peigneuse alimente le guilse qui alimente le frotteur, etc., etc. Donc déjà, c'est extrêmement compliqué de gérer ce portefeuille. Quand on crée quelque chose à partir de zéro, c'est déjà compliqué, mais quand une gamme ou une machine évolue par rapport à une autre, il faut avoir à l'esprit les tenants et aboutissants, l'impact de changer quelque chose qui peut être bénéfique pour une des machines, mais qui risque de remettre en péril, je sais pas moi, le temps de développement des interfaces avec les autres machines. Chez eux, ce sont des cycles d'études qui sont très longs, mais avec une tendance marché extrêmement fluctuante. C'est un client qui vend 90% à l'international et donc pas en France évidemment, même pas sur le marché européen. Donc ils sont soumis à des problématiques bancaires, ils sont soumis à des fluctuations du dollar, ils sont soumis à des problématiques, vous voyez la guerre en Ukraine, ils sont impactés. Voilà. Donc c'est extrêmement difficile de gérer une gamme j'ai envie de dire qui doit évoluer lentement, toute coordonnée, avec un marché qui fluctue en permanence. Et puis, pourquoi le PLM aussi pour eux? C'est parce qu'ils sont attaqués par, on va dire, des copieurs en Asie principalement, et ils ont trouvé comme alternative, surtout pour leurs pièces de rechange, qui étaient extrêmement copiées, d'amener de la complexité. Et la complexité dans le design, de la complexité même dans la réalisation des pièces. Alors, peut-être pas de toutes les pièces, hein, mais de pièces majeures. Et du coup, cette complexité, c'est devenu une arme concurrentielle. Je n'arrive plus à copier. Mais il ne faut pas la subir, cette complexité. Donc là, le PLM, il est là pour surtout chez eux faire le lien entre tous les cas de figure possibles lorsque je touche à quelque chose, quel est l'impact sur la fabrication, la supply chain, le montage, les pièces de rechange, etc., etc. Donc, vous voyez, ça va bien au-delà de simplement gérer le produit en lui-même. Voilà. Et puis dernier sujet, ils ont voulu amener plus de valeur ajoutée, c'est-à-dire ne pas vendre qu'un produit, mais vendre un service autour. Donc concrètement, gérer aussi de la formation, faire de la formation de personnel de maintenance dans les usines textiles. Et bien pour ça, il va falloir que les cursus de formation, les plans de formation soient alignés avec le développement, les évolutions, les faits d'armes qu'ils pouvaient rencontrer. Voilà. Et puis pour la partie MES, je te laisse répondre, Christian. Oui, alors effectivement, là, autant tout à l'heure, on avait un MES qui était assez simple, autant là, on est sur un MES qui est un peu plus complexe parce que le nombre de pièces, parce que le nombre d'intervenants différents,
parce qu'on a des métiers dans l'électronique, dans la mécanique, donc dans l'assemblage. Donc ça fait un MES qui est un petit peu plus complexe, mais qui suit justement toute cette complexité qui descend du PLM. Nous allons passer à présent à la démonstration live que va nous faire Thibaut. Mathilde, si tu peux donner la main à Thibaut, s'il te plaît. Oui. Merci. Donc l'objectif, c'est pas de vous faire une démonstration complète du MES, hein. C'est juste de vous montrer l'interfaçage entre les produits PLM et MES dans un cas de figure. Alors moi, je ne vois pas encore. Est-ce qu'on voit bien l'écran? Oui, on voit bien personnellement, je le vois, oui. Moi aussi. Parfait. Merci, bonjour à tous. Oui, effectivement, je vais vous montrer un cas de démo assez simple, essentiellement sur l'affichage de documents qui viennent du PLM directement dans un écran Cubes dans le MES. Alors, je vais montrer un périmètre très, très petit du MES. L'idée, c'est vraiment d'aller à l'essentiel sur cette présentation. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, c'est la page d'authentification de Cubes sur cette dernière version, Cubes V10, qui est sortie cette année. Donc, je me connecte directement avec mon login et mon mot de passe ici en tant qu'opérateur pour aller directement sur la partie exécution, la partie production. Et on va rester sur notre exemple du vélo où je vais ici aller directement sur mon opération de production sur laquelle je suis déjà badgé. Donc ici, je l'ai dit, on est sur un périmètre très très simple du MES où on va être simplement dans du suivi des temps et de la déclaration de production, quantité bonne, quantité rebutée. Donc ici, c'est vraiment un périmètre assez simple du MES. Voilà, on a toutes nos informations. On peut déclarer des quantités réalisées. On peut déclarer des quantités rebutées avec un motif de ce rejet ou de ce rebut. Et tout ça va incrémenter ici un petit peu notre production. On a toutes les informations du contexte qui nous sont arrivées. Et ici, sur ce périmètre, on n'a pas les informations de nomenclature et de consommation, mais on pourrait très bien les avoir également. La possibilité de déclarer une alerte, on en a déjà une ici qui se montre en exemple. Mais je vais aller directement sur la partie qui nous intéresse, qui est la partie lien documentaire et lien avec le PLM. Donc, on a ici ça, dans cet exemple, en tout cas, sur un deuxième onglet, qui est la partie documentaire. Et je vais avoir ici directement à mon poste de travail tous les documents qui sont rattachés à mon contexte. Donc, mon contexte, je vais pouvoir avoir des documents en fonction de la machine sur laquelle je suis, de la référence article que je fais passer, et aussi plus précisément d'une opération en particulier de la gamme de fabrication. Voilà. Donc on va avoir des types de documents assez simples, comme des PDF, des images, par exemple ici sur le vélo. Mais tout l'intérêt de ce lien avec le PLM Visiatif, c'est d'avoir des choses beaucoup plus poussées comme des vues 3D par exemple. Donc ici, c'est en train de charger. Donc, on peut l'afficher en grand écran ou l'afficher dans un nouvel onglet. Et c'est ce que j'ai fait ici pour nous éviter d'avoir le téléchargement. Donc, ici, on a le lien directement de si j'avais cliqué sur mon plan 3D, que je l'avais ouvert dans un nouvel onglet. Donc, ça, c'est des choses qu'on voit de plus en plus en production. C'est le fait d'avoir l'écran Cubes d'un côté et l'écran de visualisation de documents potentiellement sur un deuxième écran au poste de travail. C'est des choses qu'on voit bien. Et donc, sur le deuxième écran, on aurait notre plan, notre document. Et en même temps, on peut saisir des informations directement dans le MES, comme la qualité et les déclarations de production. Donc, juste pour préciser, Thibaut, on est sur une fabrication de vélo et on voit une pièce qui n'a rien à voir avec le vélo parce qu'en fait, là, on interface deux systèmes de démonstration, celui de Creative IT et celui de Visiative. Et dans le schéma Visiative, il n'y avait pas de pièce de vélo, donc on a pris celle-ci. C'est ça, j'allais y venir. J'ai parlé de vélo, mais c'est pas grave. Et voilà, on n'avait pas de vélo 3D pour montrer l'exemple, mais voilà, le principe est le même. J'ai mon lien ici, on a indiqué dans la gamme du vélo qu'il y avait un document 3D et qu'on pouvait le visualiser. On a fait le lien ici entre les deux systèmes. Et vraiment, tout l'intérêt d'avoir ce lien, c'est que ici, on peut vraiment se balader dans le document 3D, dans la pièce 3D,
pour la faire tourner, pour aller visualiser des choses. Par exemple, une vue de coupe. Hop, on va pouvoir visualiser directement l'intérieur de la pièce, des informations en fonction de comment on coupe. Et ce qui peut être intéressant aussi, c'est qu'on a des outils de prise de cote directement sur le fichier 3D et le fichier de documentation. Donc voilà, c'est vraiment la possibilité de zoomer, dézoomer évidemment. Donc voilà, des choses très poussées qu'on peut aller faire directement grâce à ce lien entre le MES, où on va être vraiment sur la partie interface qu'on va montrer à l'opérateur, et lui rassembler toutes les informations qui potentiellement viennent du PLM, et donc ce lien direct vers l'affichage de documents, qui est un exemple des informations qui viennent du PLM, et ça peut être beaucoup plus que ça. Une question, Thibault, là, d'un auditeur. Là, on est sur une interface qui est temps réel ou sur une interface qui a été téléchargée dans la nuit et puis on récupère en même temps que l'OF les plans 3D. Comment ça se passe là concrètement? Alors là, c'est un lien temps réel qui pointe depuis Cubes vers le PLM de Visiative. Donc, s'il a été mis à jour pendant la nuit et que le lien est à jour, si je clique sur le lien, j'ai directement les nouvelles versions. Donc, quand tu as cliqué sur document, en fait, le CMMS est allé chercher dans le PLM le bon document ou le bon plan en fonction de ce que tu es en train de fabriquer. C'est ça? Exactement. On aurait pu aussi le faire d'une interface asynchrone pendant la nuit. Mais toi, tu es en temps réel, d'accord. C'est une URL qui pointe directement vers le fichier à jour. Ok. Très bien, merci. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions pour le moment sur la démo. Ok. Je vais reprendre la main à ce moment-là. Mathilde, si tu peux me redonner la main, s'il te plaît. Merci. Donc voilà pour cette démonstration live. C'est toujours risqué de faire une démo live parce qu'on sait qu'au dernier moment, il y aura pas de petits soucis. Mais là, c'était impeccable. Bravo Thibault. Une question que je vais poser moi-même à Laurent, de ton expérience. Donc, on vient de voir PLM, MES, c'est complémentaire, etc. Mais si je n'ai rien aujourd'hui, par quoi je commence? Par le PLM, par le MES? Je fais les deux en même temps? Oui, alors là, c'est on a bien fait de poser cette question. Donc ça, c'est une question. Il n'y a pas de réponse toute faite. En toute honnêteté, tout va dépendre de vos priorités et surtout des challenges que vous avez à relever. Et moi, j'insiste vraiment sur ce côté enjeu challenge. On ne vient pas parler de solutions purement IT qui répondent à une problématique fonctionnelle de base. On vient vraiment parler d'enjeux d'entreprise. Donc, si aujourd'hui, l'enjeu de l'entreprise, c'est de maîtriser la donnée, c'est de structurer la donnée autour du produit, c'est capitaliser sur la connaissance des collaborateurs et surtout maîtriser le change, c'est le PLM qu'il va falloir mettre en premier. Ça veut dire que voilà, vous avez vraiment ce besoin-là de structuration. Si votre problématique elle n'est pas au niveau produit parce que c'est plus ou moins maîtrisé ou parce que vous êtes peut-être dans certains cas une petite structure, 2-3 personnes, dans certains cas ça pose pas trop de problèmes, mais que vous avez besoin, vous avez des gros aléas au moment de l'assemblage ou de la fabrication. Vous avez des produits qui peuvent être malgré tout complexe et difficile à interpréter en production dans les usines. Là, le MES, il va vous amener très vite de la valeur ajoutée. Si vous vous souvenez ce qu'avait montré Christian tout à l'heure sur les trois types d'alignement MES, ERP, PLM, c'est vraiment ça aussi qui va conditionner le choix. Donc, j'ai envie de dire qu'il faille commencer par l'un ou par l'autre. Le problème, il n'est pas là. Ce qui est important, c'est vraiment de réfléchir à la big picture, comme on dit. C'est de réfléchir à l'ensemble des sujets qui vont vous intéresser. Si vous ne faites que du design, finalement, vous n'assemblez pas, vous fabriquez pas, vous n'aurez sûrement pas besoin d'MES. Par contre, si le PLM, c'est prioritaire, mais que vous avez quand même des gros challenges au niveau production, au niveau manufacturing, au niveau assemblage, je pense c'est nécessaire de penser aux deux. Évidemment, vous n'allez pas implémenter les deux en même temps. Le phasage, il viendra dans l'analyse, dans le diagnostic qu'on pourra faire avec vous, et puis vous
que vous challengerez, parce qu'il y a un arbitrage quand même, c'est quand même le client à la fin qui décide ce qu'il va vouloir faire. Mais voilà, ce qui est important, c'est de comprendre que ça va ensemble, que l'apport de valeur, il est énorme s'ils ont été pensés ensemble. Après, le déploiement, commencer par quoi? Ça, c'est un autre sujet. Oui, puis dans tous les cas, c'est très compliqué de faire 2 projets en même temps, parce que ça nécessite beaucoup de ressources humaines, du budget. Mais je te rejoins, Laurent, c'est le côté conception, penser un coup avant, faire une roadmap pour que si on démarre par le PLM, quand le MES arrive, il ait déjà été un peu anticipé réciproquement. Voilà. Tu voulais dire également un mot sur est-ce qu'un projet PLM, c'est quelque chose d'énorme et il va falloir du temps, ou est-ce que ça modeste, oui. se construire après? Oui, c'est important de passer juste 2-3 minutes là-dessus avant de vous laisser la parole si vous avez des questions. Mais un projet PLM, faut pas partir sur un projet fleuve. Voilà. Il faut pas partir sur un projet fleuve. Il faut pas partir sur une boîte noire, un effet tunnel où on définit des choses de manière très académique au départ, et puis ensuite on attend la fin pour qu'on en obtienne potentiellement des intérêts. C'est vraiment quelque chose qu'il va falloir rendre pragmatique. Il va falloir découper ça par phase. Et surtout, c'est du bon sens paysan. Enfin, moi, j'aime bien cette expression, ça n'a rien de péjoratif. Il faut arriver très vite à amener un maximum de valeur ajoutée à un maximum de personnes avec un minimum d'investissement. Voilà, je pense que ça, c'est clair pour tout le monde. Et c'est aussi l'intérêt de faire ces analyses dès le départ avant de déclencher un projet PLM ou un projet MES, c'est de se dire pourquoi je dois le faire. Qu'est-ce que ça doit apporter, à qui ça doit bénéficier, qu'est-ce que l'entreprise, et non pas le service bureau d'études, le service méthode, le service ordonnancement, doit en retirer. Et quand on travaille comme ça, on est capable d'amener des quick wins, d'amener une implémentation qui est pensée large, mais qui ensuite est découpée en petits projets ou sous-projets ou phases. Et c'est déjà beaucoup plus digeste pour les équipes. Ça permet aussi de s'approprier la solution le plus vite possible. Et puis ça permet on va être franc, d'attirer un petit peu le chaland, même en interne dans l'entreprise, où quand les équipes qui ne sont pas encore intégrées dans un PLM ou dans un MES voient l'intérêt qu'en retirent leurs petits camarades, ça facilite l'adhésion et réduit la résistance au changement. Merci Laurent. Je vois qu'il est 3h moins 5, on arrive à la fin du webinaire, mais il y a encore un peu de place pour les questions-réponses des auditeurs, donc n'hésitez pas à les formuler. Je crois que c'est Mathilde qui nous les lira ou les dira. Oui, on a une question. Est-il aussi simple d'accéder depuis Cubes vers le PLM Visiative ou le PLM System? Les deux PLM sont-ils autant ouverts pour un MES? D'ailleurs, un problème de micro, il faudrait, je pense, muter un de tes devices parce qu'on t'entend en double en fait. Est-ce que vous m'entendez? Toujours en double. Toujours en double, oui. Il y a un micro qui doit capter ton son. Mathilde, je ne sais pas si tu nous entends. Non. Ça a l'air. Si tu parles doucement, on peut essayer de deviner ta question. Est-il aussi simple d'accéder depuis Cubes vers le PLM Visiative ou le PLM Dassault System? D'accord. Ok. Est-ce que c'est aussi simple d'accéder depuis Cubes à un 3D Experience ou à Visiative PLM en fait? Exactement. Je vais te laisser répondre, Christian. Alors malheureusement, je n'ai pas la réponse parce que autant le PLM Visiative, on le connaît bien, on a travaillé avec les équipes techniques de Visiative et on a su faire les interfaces assez facilement. Autant le Dassault 3D Experience, je connais moins.
Après, Ouais. vu la réputation d'Asso et la technicité de leurs produits, je vois pas ce qui empêcherait de faire simple, enfin de faire ces interfaces, pas simplement, mais de les faire en tout cas. J'ai pas la réponse, non. Non, mais je peux répondre parce que moi je connais quand même un petit peu le sujet. Donc c'est sûr que l'intégration entre Cubes et Visiative PLM, c'est sûrement optimisé ou facilité parce que le rapprochement entre les deux sociétés, comme on a parlé Christian. Maintenant avec la 3D expérience, de toute façon l'intérêt aussi de la plateforme, c'est de pouvoir être interfacé avec énormément d'autres systèmes dans l'entreprise. Et évidemment le MES, ça en fait partie. Voilà, donc je vais pas dire il y a un bouton et puis ça marche tout seul, ça serait peut-être pompeux, mais de toute façon il y a des interfaces d'échange avec quasiment tout système d'information dans une entreprise qui sont possibles à interfacer avec la 3D expérience. Voilà, donc je pense pas que ça soit vraiment un écueil. Ok. Et la deuxième question, Mathilde? En fait, c'était la suite. Les deux PLM sont-ils autant ouverts pour un MES? Ben voilà, oui, je pense que j'ai répondu à la question. Oui, parce que de toute façon, le concept de MES, il y a quelques années, le concept de MES, c'était vraiment une extension de l'ERP. Le but, c'était de remonter beaucoup d'informations dans l'ERP par rapport à du pilotage, de l'IoT, etc. Et c'est vrai que la donne, elle a changé depuis peut-être une dizaine d'années. Elle a quand même pas mal changé avec l'ouverture aussi au PLM d'applications et de départements qui sortaient du bureau d'études. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets où la partie bureau d'études, c'est pas ce qui déclenche vraiment la mise en place d'un PLM, c'est beaucoup et de plus en plus l'industrialisation, la préparation pour la production. Un concept que moi, qui est commencé il y a maintenant plus de 30 ans dans l'industrie, je connaissais pas, c'est l'innovation entre le shop floor, donc la production, la ligne d'assemblage, etc., vers le BE, vers le produit. Parce que il y a plein de choses qu'il y a à dire. Il y a des améliorations, il y a des problèmes qui sont rencontrés, il y a les moyens de production qui changent, l'industrialisation qui trouve de nouvelles solutions, etc., etc. Donc il faut vraiment voir le process qu'on vous a montré. C'est pour ça qu'on avait insisté sur objectif 1 et 2, c'est montant et descendant. Voilà. On te dit merci, on n'a pas d'autres questions. Très bien. Il nous reste à clôturer ce webinaire. Nous devons vous préciser qu'il a été enregistré, donc si vous souhaitez en revoir le replay, nous pouvons vous le transmettre, si vous voulez à votre tour le faire découvrir à d'autres collègues de l'entreprise, c'est bien sûr possible. Et Laurent et moi-même, nous vous remercions grandement de votre présence et espérons que ça aura attiré votre attention. Et je le répète, si besoin d'avoir un peu de conseils autour de tout ça, Visiative a une branche dédiée à l'aspect conseil avec des business consultants. Donc n'hésitez pas à consulter Visiative.